Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite vidéo sous forme de diaporama, une vidéo sur un des mouvements littéraires de la littérature française, un mouvement du XVIe siècle qui s'appelait l'humanisme. Alors, bien entendu, nous allons voir le contexte historique dans lequel ce mouvement s'est développé, nous allons voir quels sont les principes de l'humanisme, nous allons voir également quelles sont les caractéristiques de l'écriture humaniste, et enfin nous verrons rapidement les principaux auteurs humanistes, Ronsard, du Rabelais, du Bellay. Donc voilà, et je vous retrouve à la fin de ce diaporama pour faire un petit résumé. A tout de suite. Bonjour, voici donc le diaporama tel que je vous le présente pour l'humanisme en France. Tout d'abord, une première feuille où je vous rappelle deux citations qui sont de Rabelais. Une tête bien faite plutôt qu'une tête bien pleine, et frotter et limer notre cervelle contre celle d'autrui. Le mouvement humaniste en France est donc un mouvement qui place au-dessus de toutes les valeurs la personne humaine et la dignité de l'individu. Alors, voyons tout d'abord le contexte historique dans lequel va se développer l'humanisme. Comme tous les mouvements littéraires, l'humanisme s'est imprégné en fait du contexte historique dans lequel il a vécu, et bien entendu les auteurs humanistes étaient en relation étroite avec ce qu'il se passait en France et en Europe, et on retrouve les caractéristiques du contexte historique français dans leur littérature. Alors, il y a tout d'abord les grandes découvertes. Rappelez-vous que dès 1492, Christophe Colomb découvre l'Amérique, et on découvre par là même un nouveau peuple, de nouvelles habitudes, de nouvelles coutumes, totalement à l'opposé de ce que l'on pouvait vivre en Europe. Magellan, quant à lui, fait le tour du monde, et Copernic découvre que la Terre est ronde, et ça remet en cause toutes les idées scientifiques de l'époque. Il y a également la réforme religieuse et politique. Il y a une volonté d'un retour aux sources du christianisme, et notamment donc d'un rapport direct des chrétiens avec la religion, sans réellement passer par l'Église. Et donc il y a une scission qui se crée entre l'Église romaine, catholique et protestante, et un mouvement de contre-réforme, le baroque, qui va se développer également. Surtout, pour l'humanisme, il y a une redécouverte des textes latins et grecs. Les Turcs reprennent Constantinople en 1453, Constantinople que l'on appelle maintenant Istanbul, et l'Europe va découvrir les auteurs grecs. Pourquoi? Parce qu'en fait, tous les scientifiques qui étaient à Constantinople vont fuir les musulmans donc, les Turcs qui ont repris Constantinople, et donc vont fuir notamment vers l'Italie, où l'on va découvrir les philosophes grecs de l'époque, et cette redécouverte va permettre de créer l'humanisme en Europe, et plus particulièrement en France. Il y a également l'invention de l'imprimerie. Jusque-là, il y avait des copieurs, des moines copieurs qui réécrivaient les livres les uns après les autres, mais l'invention de l'imprimerie va permettre de développer l'accès de la littérature à l'ensemble des Français. Et enfin, donc, il y a la Renaissance italienne. Je vous ai parlé tout à l'heure de la découverte des textes grecs. Pourquoi? Parce que les scientifiques qui ont fui Constantinople sont allés en Italie, mais cette renaissance italienne, notamment à Florence avec les Médicis, va être une source d'inspiration énorme pour la Renaissance française, notamment pendant les guerres de religion, les guerres d'Italie, pardon, pendant lesquelles les Français vont découvrir cette Renaissance italienne. Alors, 5 principes principaux pour l'humanisme. La foi dans l'homme. L'homme est au centre des réflexions. Il peut atteindre la vérité par la raison et par le cœur,
et il est très important que l'homme soit sage et qu'il soit digne. Et il y a également l'importance du libre arbitre qui fait la grandeur de l'homme. On le retrouve chez Montaigne, mais également chez Rabelais. Ils font également une réflexion sur l'éducation. Ils recherchent de nouvelles méthodologies. Vous voyez que ce n'est pas récent de trouver de nouvelles méthodologies d'enseignement. Ils critiquaient déjà à l'époque le système éducatif médiéval qui était basé sur l'apprentissage par cœur. Ils souhaitent que les étudiants puissent réfléchir par eux-mêmes. Donc apprendre à apprendre, un terme qui n'est pas si récent que ça. Ils ont un esprit critique ouvert et tolérant. Ils encouragent justement cet esprit critique. Et donc, nous avons parlé tout à l'heure de la découverte de nouveaux territoires, notamment de l'Amérique, des Amériques. La découverte de ces nouveaux pays encourage les humanistes à ne pas établir de hiérarchie entre les cultures. C'est-à-dire que pour eux, il n'y a pas un peuple qui est supérieur à l'autre. On en a parlé tout à l'heure également, un retour à la culture gréco-latine. Les textes anciens sont traduits et diffusés grâce à l'imprimerie. Les langues anciennes sont enseignées. Et il y a un contact direct avec le texte biblique, donc opposé à l'Église, et c'est la naissance du protestantisme. Et enfin, le français comme langue littéraire, la Pléiade apparaît. C'est donc une école littéraire, plus qu'une école, c'est plutôt un groupe d'écrivains qui ont les mêmes principes littéraires, notamment Ronsard, Du Bellay, Rabelais, et notamment Du Bellay qui écrira un livre sur la défense et l'illustration de la langue française. Donc voilà pour les principes de l'humanisme, la foi dans l'homme, une réflexion sur l'éducation, un esprit critique ouvert et tolérant, un retour à la culture gréco-latine et le français comme langue littéraire. Voyons maintenant les caractéristiques de l'écriture humaniste. C'est d'abord une écriture à la première personne. L'humaniste parle pour lui-même. Il écrit sous la forme « je ». C'est le cas dans les essais de Montaigne ou dans la poésie de Du Bellay. On retrouve très souvent le champ lexical des sentiments et du corps. Nous l'avons déjà vu, de nombreuses références aux auteurs grecs et latins. De nombreuses citations sont parfois même incorporées sans guillemets, notamment dans le poème de Ronsard « Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie ». Cette phrase, ce vers, a été récupéré d'une citation d'Horace. Il y a également une écriture élogieuse. Les poètes se considèrent comme proches des dieux et ils refusent d'utiliser une langue trop simple et directe. C'est pour ça qu'ils utilisent très souvent des périphrases, des hyperboles ou même des comparaisons méthodologiques. Et enfin, il y a des antithèses qui sont notamment inspirées des textes antiques et de la poésie italienne que nous avons vu tout à l'heure. La Renaissance italienne a inspiré de nombreux auteurs français et ils utilisent de nombreuses antithèses qui étaient une spécialité de Pétrarque. D'ailleurs, on appellera cela le pétrarchisme. Voyons maintenant les principaux auteurs humanistes. Ronsard, bien sûr, que l'on a surnommé le prince des poètes et le poète des princes. Rabelais, qui était à la fois écrivain, médecin, moine et prêtre. On connaît encore aujourd'hui, on étudie encore aujourd'hui ses œuvres comme Pantagruel, Gargantua. Du Bellay, qui était donc un des membres de la Pléiade et qui est surtout connu pour son œuvre La défense et illustration de la langue française ou pour son recueil de poésie Les Regrets. Je vous ai cité quelques autres auteurs comme Louise Labbé, Thomas More, Erasme ou Maurice Sèvres. Voilà, j'ai fini le diaporama sur l'humanisme en France. Bien entendu, mes élèves, vous avez un document sous format PDF en plus de ce diaporama. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez des questions à me poser à ce sujet, n'hésitez pas à me contacter. Toutes mes coordonnées vont apparaître après cette vidéo. Merci, au revoir.